Vous avez peut-être constaté que je vous projette à l'écran des personnes, non pas parce que ce sont des hommes de race blanche européens tous morts, mais parce qu'ils ont aussi un point commun. Et je pense que, puisque vous êtes très intelligent, vous avez déjà tous compris que leur point commun, c'est qu'ils sont morts très jeunes, ils sont morts d'une maladie infectieuse et d'une maladie ou deux maladies infectieuses dont ils ne mourraient probablement pas à l'heure actuelle. En fait, nous savons que nous aurions pu les guérir s'ils avaient vécu de nos jours. Mais même aujourd'hui, il y a plus de 100 millions d'individus qui souffrent activement de tuberculose. Et cela provoque 2 millions de morts par an. La tuberculose, nous pensons souvent qu'il s'agit d'une maladie du tiers-monde qui ne nous touche pas directement, mais cela devient un véritable problème même en Occident. En effet, il existe une synergie entre la tuberculose et le VIH. Et lorsque les gens sont séropositifs, ils ont plus de risques d'attraper la tuberculose. Et donc, évidemment, dans le monde, il y a des millions de personnes, quel que soit le pays, qui meurent de cette maladie. Mais même en Occident, un problème est provoqué par cette bactérie qui s'appelle le staphylocoque doré. Aureus doré parce que elle présente cette pigmentation légèrement dorée. C'est un organisme qui entre dans les intestins et donc c'est une infection extrême dans les blessures pardon et c'est donc une infection extrêmement courante dans les hôpitaux. Alors vous voyez sur ce diagramme la fraction des personnes qui étaient résistantes dans les années 40. Tous les staphylocoques dorés étaient résistants aux antibiotiques. Et puis très rapidement, une résistance à l'antibiotique est apparue. Et en 20 ans à peu près, la résistance a commencé à se répandre dans la collectivité en dehors des hôpitaux. Aujourd'hui, si vous prenez le staphylocoque doré, il y a d'autres médicaments et antibiotiques qui peuvent être utilisés pour lutter contre ce staphylocoque, mais il y a des variétés de staphylocoques qui résistent à toute une série d'antibiotiques. C'est ce qu'on appelle les MRSA, c'est-à-dire les staphylocoques dorés résistants à la méthicilline et qui tuent plus de 25 000 personnes rien qu'en Europe chaque année. De toute évidence, il nous faut des antibiotiques. Les maladies infectieuses, nous pensions les avoir maîtrisées, mais nous ne venions en réalité que de gagner une bataille, mais pas toute la guerre. Et elles reprennent du poil de la bête. Je vais passer brièvement en revue la manière dont les antibiotiques ont été découverts. À l'époque moderne, la personne qui a eu l'idée même des antibiotiques, c'est Paul Ehrlich, un grand savant allemand, qui a estimé qu'il était peut-être possible d'avoir une balle magique, comme on l'appelle, c'est-à-dire une bactérie qui attaque la maladie, mais pas le patient. Pourquoi en était-il venu à penser cela? Parce que si on teint certaines cellules avec une teinture. Certaines teintures sont de préférence absorbées par les bactéries présentées ici comme ces petits bâtonnets, alors que les grandes cellules sont les cellules humaines. Vous constatez que la teinture n'est pas concentrée dans les cellules humaines, mais très concentrée en revanche dans les bactéries. Donc Ehrlich s'est dit, et si la teinture était empoisonnée, la bactérie absorberait de préférence le poison et mourrait, mais pas les cellules humaines, puisque les cellules humaines n'auraient pas absorbé cette même teinture empoisonnée. Donc il a commencé des enquêtes, des études. Il n'a pas eu beaucoup de succès, même si il a réussi à élaborer un composé qu'il a pu utiliser contre la syphilis, mais qui s'est avéré être toxique en soi.
D'autres se sont laissés inspirer par Ehrlich, notamment Gerhard Domack, qui travaillait pour une société biochimique et qui donc avait accès à des centaines de milliers de teintures différentes. Et systématiquement, il a fait une étude de ces milliers de teintures, un petit peu comme nous ferions aujourd'hui une enquête auprès de grandes bibliothèques de composés. Et il a trouvé le protonsil, qui était le premier médicament effectivement efficace contre certaines maladies provoquées par les pneumocoques notamment. À l'époque, si vous vous contaminiez par une infection en jouant dans la boue, par exemple, l'infection pouvait voyager le long de votre bras et vous deviez, dès que l'infection était découverte, souvent vous faire amputer. Donc, Domack a commencé par sauver sa propre fille et empêcher que son doigt ne soit amputé en lui administrant le protonsil justement au moment où il apparaissait que l'infection commençait à se répandre. Il a eu un peu de malchance à d'autres égards parce que le protonsil rouge, quelques années plus tard, il s'est avéré que ce protonsil fonctionnait du fait qu'il se subdivisait au sein de l'organisme en un sulfamilamide qui était incolore, mais qui restait à l'intérieur de l'organisme, ce qui privait son brevet de sa validité. Certes, certaines entreprises ont pu gagner beaucoup d'argent avec le sulfamilamide, mais pas par le biais du brevet. Puisque c'était le précurseur de tous les autres sulfomédicaments, il a reçu le prix Nobel de médecine aux alentours de 1940, si je ne m'abuse. Le problème, c'est que le prix Nobel de la paix à Oslo avait été accordé à un pacifiste allemand qui était un anti-nazi, ce qui avait mis Hitler en rage. Et Hitler ne faisait pas une distinction très claire entre la Norvège et la Suède, même si la Norvège, comme nous le savons, allait devenir un allié de l'Allemagne puis neutre. Hitler était plongé dans la confusion à bien des égards. Mais il a donc interdit à tous les Allemands d'aller recevoir des prix Nobel et Domack a dû refuser le prix. Après la guerre, la Fondation Nobel l'a néanmoins invité à la prochaine cérémonie, il lui a remis le certificat et la médaille allant de pair. Et il a dit malheureusement, nous avons rendu le prix en argent, en espèces, au fonds allemand, donc vous ne pouvez pas le recevoir. Néanmoins, nous garderons toujours le souvenir de Domack précisément parce qu'il a découvert ces sulfamédicaments. Les sulfamédicaments reposent sur ces produits chimiques. À l'époque où ces médicaments ont commencé à être en vogue, Alexander Fleming, qui était un microbiologiste écossais, après son diplôme, sa mère a dit mon fils, il vaut mieux que tu ailles travailler à Londres, parce que si tu restes à Glasgow, tu vas devoir être en concurrence avec d'autres Écossais, alors qu'à Londres, tu n'auras qu'à te mesurer aux Anglais. Donc il est allé à Londres, il a suivi le conseil de sa mère, et il a constaté qu'une plaque qui était accidentellement contaminée par une moisissure semblait sécréter quelque chose qui empêchait la croissance de ces bactéries. Vous constatez ici, ces colonies deviennent de plus en plus petites, plus on se rapproche de ce petit spore. Donc, il en a déduit, de façon tout à fait correcte, que cette moisissure sécrétait un composé qui était mortel pour la bactérie et il l'a appelé la pénicilline. Il n'a pas développé la pénicilline plus avant, mais
il y avait un grand nombre de soldats, plus de soldats qui mouraient de septicémie que de balles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc un grand effort a dû être engagé pour essayer de trouver un antibiotique ou un médicament utile contre ces infections. Un groupe de chercheurs à Oxford, sous la direction de Florey et Chain, a réussi à réaliser des grandes quantités ou produire des grandes quantités de pénicilline. Mais grande quantité, c'est tout relatif parce que la pénicilline était tellement précieuse que si on voulait voir si ça fonctionnait, on la donnait au patient et ensuite on la récupérait de l'urine du patient pour la réutiliser par la suite et la réinjecter à d'autres. Malheureusement, le premier patient qui a reçu cette pénicilline était un homme, et dès que la fièvre s'est arrêtée, on a arrêté d'administrer la pénicilline parce qu'elle était très précieuse et l'homme a fini par mourir. Donc il y a un adage connu en médecine, le traitement a été un succès, mais le patient est décédé. Eh bien, ça vient de là. La pénicilline a eu un succès spectaculaire et a permis de sauver des quantités incroyables de vies et continue à le faire, mais elle ne fonctionne pas contre tous les types de bactéries. Les bactéries sont classées selon le fait qu'elles peuvent absorber 1 gramme d'une nature d'un élaboré par un Danois qui s'appelait justement Gram, et donc on les appelle Gram positif ou Gram négatif. Eh bien, la pénicilline n'est pas efficace contre les bactéries Gram négatives parce qu'elle présente une surface plus compliquée et une enveloppe qui empêche précisément la pénicilline d'y pénétrer. Mais il y a d'autres bactéries qui pourraient être efficaces contre les bactéries Gram négatives. Il y a une catégorie de bactéries qui s'appelle les mycobactéries. La mycobactérie tuberculose et lèpre en sont les 2 pathogènes les plus connus. Vous constatez que leur revêtement est encore plus complexe et la plupart de ces antibiotiques ne sont pas efficaces contre la tuberculose. Vous savez que la tuberculose est un fléau mondial et les personnes que je vous ai montrées sur le premier cliché était pour la plupart morte de tuberculose. Lorsque Fleming est venu faire une conférence à New York, une personne qui était dans le public était Selman Waxman, qui était un microbiologiste et qui travaillait sur des bactéries du sol. Et il s'est dit, si Fleming peut trouver quelque chose d'utile dans une simple moisissure, nous pouvons certainement faire mieux encore avec toutes les bactéries qui existent. Il a réussi donc à persuader son étudiant Albert Schatz de commencer à faire des enquêtes. Et Schatz, après de nombreuses années d'un travail acharné, a réussi à produire un composé qui s'est avéré très utile. Il a commencé par constater que ce composé était efficace contre toute une gamme de bactéries. Ici, c'est la Streptomyces griseus qui est. Vous voyez qu'il y a empêchement de la croissance d'un grand nombre de bactéries différentes qui, sinon, iraient jusqu'ici. Mais vous voyez que sur ce cliché, la croissance est entravée. Et surtout, Schatz a montré que des concentrations croissantes de ce composé, quel qu'il soit, qui était sécrété, empêcheraient également la croissance de la bactérie provoquant la tuberculose. Donc, c'est la première fois que l'on a réussi à utiliser de façon efficace un antibiotique contre la tuberculose. Waxman a reçu pour cela le prix Nobel sans Schatz, parce que peu après que toute cette affaire ait été couronnée de succès, il a fini peu à peu par cesser de mentionner le nom de Schatz dans toutes ses conférences, à tel point que Schatz a même dû engager un procès contre Waxman pour obtenir le crédit qui lui revenait. Il a gagné son procès et Waxman a été obligé de reconnaître que Schatz était un co-découvreur de la streptomycine. Mais hélas, c'est vrai encore aujourd'hui,
Si vous commencez à vous battre contre votre professeur et que vous cherchez une place ailleurs, les gens vont demander des références à votre professeur et évidemment, vous n'en obtiendrez pas de très bonnes. La leçon à tirer de tout cela, c'est que les professeurs doivent faire preuve de bonne grâce. Ils n'ont absolument rien à perdre en reconnaissant le rôle de tous ceux qui travaillent avec eux. D'ailleurs, ça ne fait que rejaillir sur leur grandeur en réalité. De nombreux antibiotiques. Donc, cela a incité beaucoup de chercheurs à faire des enquêtes généralisées pour en trouver d'autres, et l'on a commencé à faire des études pour trouver toute une série d'antibiotiques tels que ceux que vous voyez à l'écran. Et il s'est avéré que toutes ces catégories d'antibiotiques bloquaient la production de protéines dans les bactéries, ce qui, bien entendu, pousse à se demander qu'est-ce que c'est que des protéines et pourquoi sont-elles si importantes. En d'autres termes, si on bloque la production de protéines, les bactéries mourraient. Eh bien, comment cela se fait-il et comment les protéines sont-elles faites? Parce qu'il faut bien comprendre comment elles sont fabriquées pour comprendre comment on arrive à cesser leur fabrication. Ce qui, bien entendu, nous amène droit au cœur de ce colloque, du thème de ce colloque, c'est-à-dire l'architecture moléculaire. Les antibiotiques sont des molécules et sont fabriqués par des molécules. Donc je vais commencer à vous montrer des molécules maintenant. Les molécules peuvent être montrées de nombreuses manières différentes. Et Rod McKinnon, je craignais qu'il ne me vole la vedette, mais heureusement, ça n'a pas été le cas. A signalé qu'il y avait plusieurs manières de montrer des molécules. Il y a des manières différentes de montrer les individus aussi. Vous savez, je suis ressortissant américain, mais je veux être bipartisan, c'est-à-dire aussi bien républicain que démocrate, en montrant les deux présidents. En fait, j'ai été d'ailleurs logé au même hôtel que la personne qui est ici en haut de l'écran. Bien. Merci à la Fondation Wright. Voici un tableau tout à fait réaliste des individus. C'est une photo. Voilà à quoi ils ressemblent effectivement. Mais on peut simplifier cette photo tout en étant toujours capable de reconnaître la personne en question. C'est ce que l'on fait sur cette caricature au milieu. C'est ce que nous appelons un dessin. Et en fait, les responsables de molécules, de structures moléculaires appellent leurs dessins de la même manière, c'est-à-dire ce sont des représentations simplifiées de la réalité, mais qui restent néanmoins reconnaissables. On peut continuer la simplification et l'on obtient en fin de compte une représentation symbolique. C'est ce que l'on appellerait une icône ou une représentation iconique, où l'on saisit l'essence même de la personne ou de la molécule, le cas échéant. Donc ça ne ressemble absolument pas à la molécule, mais ça en capture certains des éléments fondamentaux. Voici le cas ici. Si vous connaissez un petit peu Doonesbury, qui est un dessinateur très célèbre aux États-Unis, vous aurez reconnu que ça c'est Bill Clinton, parce que lorsqu'il était président, il ne pouvait pas se décider facilement, donc on l'appelait waffle, c'est en réalité une gaufrette, c'est-à-dire quelque chose qui peut tomber d'un côté ou de l'autre selon le vent. Et c'est une petite métaphore pour quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Alors que ici, ça repose sur un texan, parce que il y a un adage texan qui dit c'est un chapeau, mais il n'y a rien dessous. Donc c'est George Bush. De la même manière qu'on représente les personnes de façon différente, on peut représenter les molécules de façon différente, parce que les molécules sont généralement des structures qui se composent de motifs qui sont reliés d'une façon particulière par le biais de liaisons. Et on peut donc montrer les molécules de façon extrêmement détaillée en représentant par des sphères les atomes. Et la taille de la sphère est en rapport avec le rayon effectif de l'atome concerné. Donc il y a toute une collection de balles ou de ballons en quelque sorte, évidemment, légèrement réduits en dimension. D'autres orateurs vous ont montré ce que l'on obtiendrait si on avait le rayon exact des atomes, on ne finirait par ne plus rien voir du tout. L'autre manière de montrer les atomes
c'est de représenter ces atomes par des points reliés par des tirets pour montrer la liaison chimique. Et ça, c'est évidemment la célèbre photo de Crick et Watson avec un modèle à bâtonnets de l'ADN qui avait été construit précisément avec ces petits bâtonnets venant dans leur atelier. Ici, nous avons une représentation schématique de l'ADN. Vous constaterez qu'ici, on peut voir un petit peu l'architecture. Ici, on a l'impression qu'on ne voit pas grand-chose, il faut regarder de très près en tout cas, mais sur cette représentation schématique au milieu, on a en quelque sorte saisi l'essence de la molécule. Et quelle est l'essence de cette molécule? Eh bien, c'est qu'elle se compose de deux brins qui tournent l'un autour de l'autre dans une double hélice et se compose de 4 modules, 4 éléments de construction différents, chacun d'entre eux ne pouvant s'apparier qu'avec un autre type spécifique d'éléments. Ça veut dire que le module qui s'appelle G ne peut s'apparier qu'avec C. Et tout ceci est présenté de façon schématique avec ces petits entailles et ces encoches qui leur permettent de s'emboîter. Mais c'est schématique, évidemment. C'est pour représenter la spécificité de ces types de molécules. Voilà pour l'ADN qui compose nos gènes. Mais n'oubliez pas, les antibiotiques fonctionnent en empêchant les bactéries de fabriquer des protéines. Alors, qu'est-ce que c'est que des protéines? Voici 3 types de protéines. Les protéines sont de longues chaînes de polymères d'acides aminés qui sont des types différents de modules de construction chimique qui peuvent se plier pour prendre des formes différentes. Pour vous donner une petite idée de la variété, ça c'est le collagène qui est une longue molécule filamenteuse qui compose notre peau et nos tissus conjonctifs et sans elle, nous n'aurions pas de forme, nous effondrerions sur nous-mêmes, nous serions en quelque sorte collés à notre squelette. C'est la collagène qui nous donne donc une structure. Ça, c'est l'hémoglobine, une des toutes premières protéines dont la structure a été dégagée par Max Perutz, qui a été un fondateur de l'institut où j'ai travaillé. En fait, c'était le directeur de thèse de Francis Crick. Donc ça, c'est l'hémoglobine qui transporte l'oxygène de nos poumons vers nos muscles lorsque nous en avons besoin. Et ça, c'est la rhodopsine qui est à l'intérieur de la membrane ou de l'enveloppe. Vous avez vu bon nombre de ces types de protéines dans le discours de Rod McKinnon. Mais cette protéine est dans la membrane et détecte la lumière. Donc, c'est une protéine qui est dans la membrane de notre œil et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir l'écran. Parce que la rhodopsine dans l'œil détecte la lumière et envoie des signaux correspondants de façon indirecte au cerveau. Comment ces protéines sont-elles fabriquées? Les protéines assument des centaines de fonctions dans les cellules. Les anticorps sont des protéines. Ce que nous utilisons pour lutter contre les infections, par exemple. Tous les canaux dont Rod McKinnon a parlé le premier soir sont des protéines. Comment les protéines sont-elles fabriquées? Eh bien, les protéines sont fabriquées par le biais d'informations qui figurent dans nos gènes. Pour comprendre ce que sont les gènes sont faits d'ADN. Vous constatez que les gènes sont fabriqués et se composent de 2 brins qui se rassemblent en double hélice avec 4 types d'éléments modulaires qui s'apparient de façon très spécifique l'un avec l'autre. Or, ceci est représenté de façon schématique comme des espèces de choses qui s'emboîtent. Celui-ci, par exemple, ne s'emboîte qu'avec quelqu'un, le vert ne s'emboîte qu'avec le bleu et le rouge ne s'emboîte qu'avec le jaune. Mais si vous voulez regarder ça dans le détail sur le plan chimique, voilà exactement à quoi cela ressemble. Ce sont ces groupes chimiques et leur appariement, c'est ce que nous appelons les paires de base, c'est-à-dire les interactions spécifiques entre ces éléments. Le gène, un G par exemple ne reconnaît qu'un C. Les groupes ne reconnaîtront pas ainsi les groupes A ou T. Et c'est ainsi que l'hélice se formera. L'hélice n'est pas simple, elle se compose d'un arrangement alternatif de sucre et de phosphate.
des sucres et des phosphates qui sont reliés, et chacun des éléments sucre est relié à 4 types de bases. Le fait est que ces bases se présentent dans un ordre particulier. Ces bases, ce sont des lettres d'un alphabet, et elles forment une phrase qui se compose d'une succession de lettres, mais avec un alphabet qui ne comporte que 4 lettres au total. Voilà de quoi est formé notre ADN, ces 2 brins hélicoïdaux. Prenons un de ces brins, copions-le dans une molécule que nous appellerons ARN, c'est-à-dire l'ARN messager, parce qu'il comporte et transporte le message venant du gène. Mais cet ARN messager est très semblable puisqu'il est composé également de sucre, de phosphate, etc. C'est donc un polymère exactement comme l'ADN, avec une petite différence subtile mais importante, c'est qu'elle présente la même séquence de bases alors qu'il y a 4 types de bases. Vous vous souvenez que je vous ai dit que les protéines étaient des chaînes d'acides aminés. Eh bien, ce sont des types de polymères tout à fait différents qui sont reliés par des liaisons peptides. Vous constatez qu'il n'y a pas de sucre ou de phosphate ici, et qui se composent de 20 types d'éléments modulaires différents, basés sur ces groupes, en fonction de ces groupes chimiques qui sont attachés à chacun des acides aminés. Donc ceci, c'est une phrase, certes, mais composée d'un alphabet à 20 lettres. Et donc il faut passer de cet alphabet à 4 lettres à cet alphabet à 20 lettres. En plus, ce polymère, lorsqu'il est fabriqué, se plie et prend l'une de ces nombreuses formes dont nous avons parlé. En fonction de la séquence exacte, la forme prise sera particulière, ce qui aboutira à une fonction particulière. Et c'est la raison pour laquelle certaines protéines transportent l'oxygène, d'autres forment la peau, d'autres sont des anticorps, d'autres encore détectent la lumière ou conduisent le potassium à travers nos membranes, et ainsi de suite. Comment tout ceci fonctionne-t-il? On a constaté dans les années 50 que si on réalisait des protéines nouvellement synthétisées dans les cellules, elles se localiseraient sur ces endroits à l'intérieur des cellules. Et lorsque l'on a isolé ces endroits, on a constaté que c'était des particules elles-mêmes composées d'ARN et de protéines. Donc, celles qui fabriquaient les protéines étaient elles-mêmes fabriquées à partir de protéines. C'est un paradoxe sur lequel je reviendrai plus tard. Ces particules, comme on le voit, se composaient de 2 sous-unités, une grande et une petite. Et c'est vrai de tous les organismes. On les a appelés ribosomes parce qu'elles étaient fabriquées à la fois de ARN, acide ribonucléique, et de protéines. Et étant donné qu'on les voyait pour la première fois comme des particules à l'intérieur de la cellule et qu'elles avaient été découvertes par des biologistes de la cellule et pas par des microbiologistes, on leur a donné le suffixe some parce que some, ça signifie particule. Donc voici le ribosome des bactéries. Et vous constatez que le ribosome lui-même est une molécule extrêmement complexe composée de plus petites entités, un grand nombre de protéines différentes et de grands morceaux d'ARN, à peu près 2 tiers d'ARN en masse. Mais tout l'ensemble se compose d'à peu près 50 protéines qui réalisent les 2 sous-unités qui elles-mêmes se rassemblent et prennent la forme que vous voyez en bas. Comment est-ce que cela fonctionne? Il se trouve qu'il y a une molécule adaptatrice qui amène les acides aminés. Le ribosome a des espèces d'encoches pour ces modules adaptateurs que l'on appelle ARN-T, qui sont composés d'ARN eux-mêmes et qui peuvent créer ces paires de bases comme on les a vues dans les 2 brins de l'hélice tout à l'heure. Ces 3 bases ici peuvent s'apparier avec ces 3 bases qui figurent sur l'ARN M qui transporte le message génétique, c'est-à-dire cette séquence de bases qui contient l'information génétique quant à la fabrication des protéines. Le ribosome lit l'information et
compose une protéine à partir de cela. Donc ça, c'est le premier ARNT qui apporte le premier acide aminé. Et ensuite, il y a un deuxième ARNT qui intervient. Et ça n'est que si l'appariement est correct que le ribosome reliera ces deux acides aminés l'un avec l'autre. Si ça n'est pas le cas, eh bien, l'ARNT partira, d'autres ARNT arriveront, et cela ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait les bons appariements. Et c'est la raison pour laquelle il y a synthèse de tout ceci selon les spécifications indiquées par le gène. Vous constaterez que le ribosome doit se déplacer, il le fait en 2 temps. Et ensuite, on voit le troisième triplet arriver dans ce site. Donc le troisième ARNT peut arriver. Et là encore, il faut que ça soit le bon, parce que sinon, il repart. Et si c'est le bon, il y aura appariement ou liaison entre le deuxième et le troisième acide aminé. Vous voyez ce qui se passe? Il y a lecture d'une longue série de bases, de paires de bases, et ensuite, selon les spécifications, il y a création de liaisons entre les acides aminés. Quand tout est terminé, le gène a été lu et le polymère a été composé. La chaîne d'acides aminés a été composée. Vous obtenez la protéine. Alors évidemment, ça c'est un dessin extrêmement simplifié. Je vous avais parlé de la représentation des molécules et la RNT ne ressemble en rien à cela. Ça a été découvert dans les années 70. C'est la structure, voilà à quoi elle ressemble. Et ça encore, c'est une représentation simplifiée. Ici, vous voyez le triplet des bases qui s'accouplent avec les paires de bases de l'ARN messager. Et si vous voulez encore quelque chose de plus graphique, voilà à quoi cela ressemble. Voici ce qu'on a découvert avec la cryoélectroscopie, qui est une technique de plus en plus utile. Vous voyez où le message génétique se lie à cette petite sous-unité et ces groupes de 3 bases qui interagissent avec les bases ARNT se trouvent ici et là. Cette ARNT tient la chaîne croissante des acides aminés. Et ici, voici le nouvel acide aminé qui est amené et qui doit correspondre à ce triplet. Et s'il y a une bonne correspondance, il y aura une liaison entre cette chaîne qui ne cesse de grandir et le nouvel acide aminé. Donc on rajoutera un acide aminé à la chaîne et c'est ainsi que la chaîne va se développer et grandir. Et c'est ainsi que le ribosome continuera à fabriquer de la protéine. Donc les antibiotiques bloquent ce processus d'une façon ou d'une autre. Alors si vous voulez vraiment comprendre comment les antibiotiques bloquent ce processus, il vous faut comprendre la chose suivante. À quoi ressemble cette machine au niveau atomique et voir un peu comment les antibiotiques interagissent avec cette structure atomique. Ensuite, il faut se poser la question suivante. Comment déterminer à quoi ressemble une structure atomique? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez regarder un objet dans tous les détails de cet objet, vous prenez cet objet et vous allez en fait le placer devant un objectif agrandissant. Et qu'est-ce qu'on fait en ce faisant? Eh bien, vous récupérez des rayons qui sont dispersés à partir de l'objet et il y a une recombinaison de ces rayons qui vous donne une image. À cet instant même, vous êtes en train de récupérer des rayons dispersés de l'écran et le cristallin dans votre œil est en train de recombiner ces rayons pour former une image dans votre rétine. Ça peut être quelque chose de plus petit que l'objet, comme l'image sur votre rétine. Votre rétine a cette taille et cet écran est énorme. Donc, pour un télescope ou pour votre œil, vous êtes en train de voir une version miniaturisée. Mais si vous avez une loupe ou un microscope, vous allez voir un fort agrandissement de cette image. Il y a une règle en physique qui dit que
vous ne pouvez pas voir les détails qui sont plus petits que la longueur d'onde de la lumière que vous utilisez. La lumière a une longueur d'onde et nous l'avons compris suite aux différents exposés qui nous ont été faits entre 400 et 700 nanomètres. D'accord? Et la distance entre les atomes est de 0,2 nanomètres, 2 angstroms. Donc la lumière est 1000 fois plus grande que la distance entre les atomes. Donc vous n'allez pas pouvoir utiliser la lumière pour étudier la structure atomique. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, vous utilisez une irradiation lumineuse et comme nous l'avons appris, c'est James Clerk Maxwell qui a démontré que la lumière, en fait, c'est une forme d'irradiation électromagnétique. Et si vous prenez une irradiation électromagnétique avec une puissance qui vous permet de voir justement la distance nanométrique entre les atomes, vous allez pouvoir voir ces détails. Donc, la cristallographie, c'est un petit peu comme ce que fait un cristal. Si vous envoyez de la lumière sur un seul objet, il n'y aurait pas assez de signaux, même si vous pouvez faire la mise au point ou avec des rayons X, vous allez détruire l'objet avant d'avoir les signaux, parce que les rayons X peuvent détruire les objets sur lesquels vous projetez ces rayons X, contrairement aux rayons de la lumière. Donc si un dentiste, par exemple, prend des radios de vos dents, ils font très très attention de se protéger avec un vêtement de plomb et le patient lui-même ne reçoit qu'une toute petite dose de rayons X. Mais pour amplifier le signal obtenu de ces rayons X, vous pouvez le faire en cristallisant votre objet. Si vous cristallisez votre objet, vous êtes en train d'ajouter le signal de millions de molécules, donc vous avez un signal qui est à la puissance d'1 million de cette molécule grâce à ces cristaux. L'autre avantage d'utiliser ces cristaux, c'est la façon dont vous combinez ces rayons. Vous êtes en train de combiner en fait des ondes. Et pour combiner des ondes, vous devez savoir non seulement quelle est la puissance de l'onde, à savoir la distance entre les pics et les creux, mais vous devez également connaître de la dispersion, à quel moment dans le temps se trouve l'onde, c'est-à-dire que chaque onde n'aura pas le pic et un creux en même temps que ne se présenteront les creux et les pics de la vague suivante. Et vous devez le savoir pour pouvoir les combiner. Donc le cristal le fait sans y réfléchir. Mais si nous devons le faire, il nous faut ce genre d'informations. Et on ne peut obtenir ces informations que grâce à la cristallographie qui a été développée par Max Perutz et son ancien étudiant John Kendrew, qui est ensuite devenu son collaborateur. Et on leur a décerné le prix Nobel en 1962. Donc, comment est-ce qu'on procède? Donc, vous avez le cristal, on utilise des rayons X, on regarde les rayons dispersés. S'il y a des cristaux, il y aura une dispersion uniquement dans certaines directions. S'il s'agit de rayons de lumière sans cristaux comme l'écran, ça va partir dans la salle, peu importe là où vous êtes assis. Mais si c'est un cristal, il faut vous rester dans certains endroits précis pour voir ce que cela donne. Sinon, vous ne verrez rien. Alors, ce que vous voyez à ce moment-là, ce sont ces rayons dispersés qui sont concentrés sous forme de points. Et avec un ordinateur, vous faites ce que fait le cristallin. C'est-à-dire que vous allez les recombiner pour avoir une image. Et c'est comme cela que vous voyez la structure atomique d'une molécule. Et c'est une méthode dont on célèbre le 100e anniversaire de l'invention parce qu'elle a été découverte. Le fait que les rayons X sont des ondes a été découvert par von Laue au printemps 1912 et en novembre 1912, un doctorant de 20 ans qui s'appelait Lawrence Bragg a montré
que ces rayons X se concentreraient dans différents endroits, des points, et qu'on pourrait déterminer des structures à partir de ces points. Et ensuite, l'année suivante, avec son père, il a pu déterminer la structure de molécules simples telles que le sel et différents minerais avec l'aide de son père, mais enfin, c'est lui qui avait les idées. Et 3 ans après, il s'est vu décerner le prix Nobel à l'âge de 25 ans. C'est un record, hein. Je crois que c'est le plus jeune prix Nobel de tous les temps. Et il y a 2 semaines, j'ai fait une présentation à Cambridge pour célébrer le 100e anniversaire de la découverte de ce jeune scientifique. Donc, Ionat et Whitman, en 1980, ont obtenu les premiers cristaux en 3 dimensions de ces sous-unités ribosomales. C'est 1,5 million de Dalton de poids moléculaire, hein. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez remarquable. Et ensuite, quelques années plus tard, un groupe russe a cristallisé les petites sous-unités, les grandes sous-unités. Alors, ces cristaux n'étaient pas assez bien organisés parce que ce sont des arrangements en 3 dimensions de molécules. Donc, pour que ce soit bien organisé, chaque molécule doit se trouver dans la même orientation. Sinon, l'information atomique devient floue parce que vous êtes en train de réaliser des moyennes de molécules qui sont dans différentes orientations. Donc, ces cristaux n'étaient pas de très bonne qualité et il leur a fallu beaucoup de temps. Autre chose, c'est que ces cristaux, parce qu'il y avait beaucoup d'eau dans les cristaux, et c'était des grosses molécules, pour obtenir des informations, il fallait utiliser des rayons X très puissants et ils étaient endommagés par ce faisceau. Donc il y a eu une technique qui a été développée, la cryocristallographie. Donc on refroidit ces cristaux à la température de l'azote liquide et après avoir étudié beaucoup d'autres espèces, le groupe de Ionat a démontré que vous pouvez en fait trouver des cristaux qui étaient suffisamment de bonne qualité pour résoudre le problème de la structure atomique. Mais ça a été très long comme processus parce qu'il fallait savoir à quel moment se trouvaient ces points dans les ondes et ça a été résolu beaucoup plus tard. Tom Stipes et Peter Moore ont résolu ce problème et là aussi il s'est vu décerner le prix Nobel pour ses efforts. Donc en plus des cristaux, il vous faut des sources très puissantes de rayons X et voici les sources très puissantes que nous utilisons. Ce sont des synchrotrons et ce sont des accélérateurs de particules très puissants qui nous donnent des rayons X très puissants. Nous utilisons la source de lumière suisse à Villingen et je dois vous dire que il m'est arrivé d'arriver à l'aéroport de Zurich et de me rendre à la gare de l'aéroport de Zurich et d'aller au guichet en disant « Je veux un aller-retour pour Villingen ». Et on me répond « Ah, vous allez au PSI, l'Institut Paul Scherrer, où se trouve la source de lumière suisse ». Et je lui demande « Mais comment savez-vous ? Mais pourquoi est-ce qu'un non suisse aurait envie de se rendre à Villingen ? Il n'y a aucune raison à cela. » Donc, nous avons utilisé des synchrotrons du monde entier. La marine américaine vous enjoint à faire partie de la marine et de vous promener dans le monde entier. Et ces jeunes marins se retrouvent coincés dans leur navire et ne voient jamais rien. Et moi aussi, mes gens, finalement, ils ne voient que ces sources de lumière. Ils ne vont pas se promener à Chicago, ils ne vont pas faire du ski à Grenoble 24 heures sur 24. Voilà ce qu'ils voient. Et voici l'intérieur d'un synchrotron.
Et vous voyez où arrivent les rayons X à partir de l'anneau. Là se trouve l'anneau où il y a accélération des particules et voilà où se trouvent les cristaux. Et ça, c'est un dispositif qui a de l'azote très froid et les rayons X sont dispersés, ensuite sont détectés. C'est un détecteur CCD, mais il y a une nouvelle technologie qui a été développée par des gens qui ont créé des détecteurs pour le CERN, également pour le PSI. Et beaucoup de nos données ont été obtenues sur des détecteurs de CDCD, et c'est quand même assez paradoxal. Qu'en 2009, le prix Nobel de physique 2009 a été donné à 2 personnes pour leur détecteur CDCD et donc les chimistes ont dû remercier les physiciens parce que c'est grâce à leur invention qu'ils ont pu aussi obtenir leur prix Nobel. Lorsque l'expérience marche bien, ça ne marche pas à tous les coups, vous vous retrouvez avec une image de l'objet. L'image de l'objet, ce n'est pas la structure atomique de l'objet, c'est simplement une image de l'objet, ce à quoi ressemble l'objet. Et ensuite, vous devez l'interpréter pour obtenir une structure atomique. Voilà ce que vous obtenez. Ça ressemble à cela. Alors, ça ne vous dit pas vraiment où se trouvent les atomes. Vous devez découvrir où se trouvent les atomes à partir de ce résultat. C'est un petit peu comme résoudre un puzzle en 3 dimensions assez compliqué, mais il y a quand même des choses différentes par rapport à un puzzle normal. Premièrement, c'est une véritable expérience, et dans une véritable expérience, il y a des erreurs. Imaginez que vous trompiez en fabriquant ce puzzle à l'usine et qu'il y a eu mal donne et qu'il y a des morceaux du puzzle qui font partie de votre puzzle mais qui ne viennent pas de votre puzzle, qui n'appartiennent pas à votre puzzle. Et il y a des pièces manquantes à votre puzzle. C'est cela à quoi ressemble une vraie image parce que il y a des erreurs dans votre expérience, il y a d'autres pièce qui manque, pas simplement parce que la molécule n'est pas statique, elle est en train de se déplacer, donc c'est flou, vous ne voyez pas, ou parce qu'il y a eu simplement une erreur. L'autre problème, c'est que ça se passe en 3D plutôt qu'en 2D, comme un puzzle. Et nous savons que la plus grande différence est la différence la plus importante. Quand vous allez acheter un puzzle, très gentiment, on vous donne la réponse parce que vous avez l'image sur la couverture de la boîte. Donc vous savez à quoi ça doit ressembler. Mais dans une expérience comme celle-ci, on ne sait pas à quoi ressemble l'objet. Donc comment faire ? Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire un puzzle? Ceux qui ont des puzzles savent très bien comment ça se passe. On commence à trouver tous les morceaux avec des coins, parce qu'ils forment le coin du puzzle. Et on part de l'extérieur, une fois qu'on est en extérieur, et puis on commence à remplir le milieu avec les morceaux que l'on arrive à reconnaître très facilement et on laisse pour la fin les choses les plus vagues, comme le ciel, etc. Et c'est ce qu'on fait. C'est exactement comme cela qu'on procède. Donc vous voyez ce qui se passe, vous voyez une espèce de motif que vous reconnaissez et on voit une chaîne assez régulière, on voit ces bosses qui sont liées par ces liens et puis il y a des protubérances. Et ici, ce qui est assez intéressant, de l'autre côté, vous voyez une autre caractéristique avec une certaine régularité, des petites bosses, intervalles réguliers. Si vous savez ce que vous êtes en train de faire, si vous y connaissez, vous reconnaissez cela comme étant de l'ARN double hélice. Donc ça, c'est du sucre-phosphate, sucre-phosphate. Et voici les bases. Donc vous voyez ici que vous êtes en train de remplir la densité électronique ou l'image avec votre interprétation de ce qui constitue cette image, c'est-à-dire la structure atomique.
Et donc, voilà, vous êtes de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait finalement? Vous avez traduit une petite partie de l'image en une structure atomique. Vous l'avez interprétée en structure atomique. Alors, vous devez comprendre où se trouve cette pièce dans l'objet. Alors, vous le faites et vous vous rendez compte que cela se trouve dans un coin de l'objet et vous continuez en développant le reste de l'objet en recourant à la technique que je viens de vous exposer jusqu'à ce que vous puissiez replacer tous les éléments que vous trouvez et après, vous avez la structure atomique de votre objet grâce à l'expérience que vous venez d'effectuer. Alors, vous pouvez commettre des erreurs, quelquefois, vous pouvez commettre des erreurs terribles. C'est ce qui se passe, ça arrive. Et ensuite, il faut retirer son article en disant non, c'est pas la bonne structure, voilà la bonne structure. C'est ce qui se passe quand vous vous trompez. Mais il y a toutes sortes de tests que l'on peut effectuer pour s'assurer justement que ce sont les bonnes structures que nous présentons. Alors, en utilisant cette méthode en 2000, la structure de la petite sous-unité et de la grande sous-unité du ribosome ont été déterminées. Et une des choses assez intéressantes, rappelez-vous que le ribosome doit lier le message génétique et ces molécules d'ARNT qui doivent reconnaître le code génétique et rajouter l'acide aminé. Et le ribosome doit faire en sorte que les acides aminés se collent les uns aux autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là se trouve l'endroit où les acides aminés sont liés, c'est là où le code génétique est reconnu. Et on s'est rendu compte, quand ces structures ont été découvertes, que ces parties-là, qui sont les éléments essentiels, cruciaux du ribosome, n'étaient composées que d'ARN. Rappelez-vous, il y a 3 types d'ARN. L'ARN messager, qui est une copie de l'ADN qui contient le message génétique, la séquence d'informations que vous utilisez pour créer une protéine, pour fabriquer une protéine. L'autre, c'est l'ARNT, la connexion entre l'acide aminé et le groupe des 3 bases qui se trouvent sur le message génétique. Donc ça, c'est la petite molécule adaptatrice à laquelle se lie le ribosome. Et puis l'ARN donc les 2 tiers en sont constitués. Donc la machine qui fabrique les protéines, c'est l'ARN qui est finalement la chose la plus importante. Il y a de l'ARN dans toutes les unités du ribosome et le ribosome lui-même est fait, les 2 tiers en tout cas, d'ARN, ce qui nous permet de résoudre un paradoxe qui a été proposé pour la première fois par Crick avant qu'il n'ait la moindre idée que l'ARN pouvait faire quoi que ce soit. Il a dit à l'époque, peut-être les ribosomes sont composés de protéines et d'ARN, mais à ce moment-là, il faut se demander d'où vient le premier ribosome, s'il est fabriqué à partir de protéines et qu'ils sont utilisés pour faire des protéines. C'est la question de la poule et de l'œuf. Et peut-être les ribosomes, au tout début, n'étaient faits que d'ARN. Et les gens ne savaient pas que l'ARN ne fait pas seulement que transporter de l'information, comme les séquences de base qu'il peut y avoir ensuite d'appareillage des bases, mais qu'elles peuvent effectivement susciter des interactions chimiques. Mais on s'est rendu compte que l'ARN peut susciter des catalyses, des interactions chimiques. Donc la même molécule peut transporter de l'information et susciter des réactions chimiques. Donc on pense que la vie a commencé dans un monde ARN qui non seulement pouvait se reproduire puisqu'il transportait de l'information, mais qu'également pouvait susciter des réactions chimiques. Mais ce n'est pas aussi efficace que les protéines. Mais dès que il y a eu l'évolution du ribosome, il a commencé à fabriquer des protéines et très rapidement les protéines ont pris le dessus et ont été responsables de la plupart des réactions dans la cellule. Donc c'est un aperçu de ce qui se passait dans un monde d'ARN. Et voilà à quoi ressemble le ribosome. Donc le ribosome en 1985 et ensuite un an plus tard en 1986. Et ici, vous voyez les 2 moitiés du ribosome
En rose, vous voyez une partie du message génétique et en rouge et en vert, vous avez les molécules ARNT. Donc, à un endroit, ils lisent le message et à l'autre bout, ils sont en train de relier les acides aminés pour fabriquer de la protéine. Et simplement pour vous présenter cela d'une autre façon, voici un autre angle du ribosome que je vous fais tourner pour vous donner un cliché classique du ribosome avec la petite sous-unité, la grande sous-unité et les molécules d'ARN entre. Donc, je vous ai parlé du ribosome et j'avais commencé par vous parler des maladies infectieuses et des antibiotiques. Alors, nous avons maintenant la structure atomique du ribosome et dès que nous avons eu cette information, nous avons pu déterminer comment les antibiotiques se lient à ce ribosome. Alors, comment on fait pour prouver cela? On prend le cristal avec l'antibiotique, on résout l'image avec l'antibiotique et on supprime l'image du ribosome et ce qui reste, c'est l'image de l'antibiotique qui est ce petite tache ici et vous pouvez le faire correspondre cet antibiotique à l'image. C'est de la spectromycine. En temps normal, vous ne devriez pas le prendre, mais enfin bon, si rien d'autre ne marche, vous devrez le prendre. Vous voyez, cette molécule se lie ici, dans ces toutes petites fissures de ce ribosome, et le ribosome doit se déplacer. Je vous montrerai par la suite comment ça se passe, ces mouvements. Et cet antibiotique est en train d'empêcher un mouvement très important et c'est la raison pour laquelle il est efficace, cet antibiotique. Autre antibiotique, rappelez-vous ces molécules ARNT qui amènent les acides aminés doivent faire en sorte que les paires de bases se correspondent avec les morceaux de messages génétiques. Une autre antibiotique, la tétracycline, est efficace en bloquant cette interaction. Comment? Et voici le message génétique. Ici, vous voyez la tétracycline. Ici. Et la façon dont ça marche est la suivante. C'est là où se lie la RNT. Voici où la correspondance des bases se fait et la tétracycline est en rouge. S'il y a la tétracycline, cette molécule ARNT ne peut pas arriver. Elle va rentrer en collision avec la molécule de tétracycline et donc vous n'allez pas pouvoir ajouter d'acide aminé quand il y a la tétracycline en place. Donc, de façon assez simple de fonctionner. Il y a des antibiotiques qui se lient ici ou là. C'est comme cela que cela marche. Donc, il s'avère que les protéines sont fabriquées ici, mais les acides aminés sont liés ici. C'est le centre catalytique ou le centre de transférase peptidyle. Donc, il y a un antibiotique ici qui se trouve ici, le chloramphénicol. Et voici un tunnel à travers lequel la protéine doit voyager. Et il y a des antibiotiques qui fonctionnent en se liant au début du tunnel, donc qui ne permettent pas à la protéine de traverser le tunnel. Donc je vais vous montrer cela ici. Ici le ribosome, vous voyez les deux ARNT. L'ARNT à la chaîne protidique ne cesse de croître et voici l'ARNT qui amène le nouvel acide aminé. Il se lie ici et ce que vous constatez, c'est le centre catalytique où les deux acides aminés doivent se rejoindre pour créer une chaîne protidique. Et l'un des antibiotiques, le chloramphénicol, se lie là où ces acides aminés devraient se trouver. Donc, si cet antibiotique s'y trouve à la place, l'acide aminé ne peut pas rentrer dans la poche pour être lié à l'autre élément. Donc, cela empêche la liaison entre les acides aminés. D'autres acides aminés se lient près du chloramphénicol. Ce sont les macrolides, des antibiotiques de la famille des macrolides, l'érythromycine, que l'on utilise encore couramment aujourd'hui. Simplement vous montrer quelles sont leurs caractéristiques communes. C'est cet anneau macrolide et il ne se lie pas là où se lie le chloramphénicol, il se lie à l'entrée du tunnel, mais pas trop loin. Pas trop loin. Vous voyez qu'il
ils sont assez proches. Leur point de liaison est assez proche l'un de l'autre. Donc, lorsque ces structures ont été déterminées, Tom Stites et Peter Morton et leurs collègues ont créé une société qui s'appelle Ridex Pharmaceuticals à New Haven. Et l'idée de cette société pharmaceutique de cette société est d'utiliser ces structures de ribosomes et d'utiliser ces connaissances pour la façon dont fonctionnaient les antibiotiques pour créer de nouveaux antibiotiques qui seraient plus efficaces. Alors, je vais vous montrer du travail réalisé par ces sociétés et naturellement, je vais le commenter. Voici le chloramphénicol. Et voici où se lie l'érythromycine. Vous voyez que les points de liaison ne sont pas très éloignés les uns des autres. Donc il y a des problèmes avec ces deux antibiotiques. Je suis peut-être la seule personne dans cette salle qui a pris du chloramphénicol. Parce que dans les années 50 et au début des années 60, on l'utilisait pour lutter contre la fièvre typhoïde, qui existe souvent dans les pays en développement. Enfin, c'est pas sympathique comme antibiotique. Il y a beaucoup d'effets secondaires, c'est assez toxique. Donc, on n'utilise pas de chloramphénicol aujourd'hui de façon courante en raison de ces effets secondaires. Mais les macrolides, il y a beaucoup de bactéries qui résistent aux macrolides, par exemple. Voici des souches de MRSA et des streptocoques pneumoniae en rouge. Cela signifie qu'il vous faut des concentrations tellement élevées que vous ne pouvez pas le faire. Donc, ce sont des souches qui résistent aux macrolides. Donc, vous avez les deux antibiotiques qui ont des points de liaison assez proches qui posent problème. Les deux posent problème. Alors, les gens se sont dit à Ribex, oui, on connaît leur lieu de liaison, on sait qu'ils se lient à des points pas trop éloignés les uns des autres. Est-ce qu'on pouvait trouver une molécule qui se lie aux deux endroits de liaison? Ils ont créé une composée RX2102, c'est une grosse molécule, donc elle va se lier de façon très précise si ça marche, et ça nous permettrait d'éviter les effets secondaires du chloramphénicol. Et s'il y a une résistance ici, ils peuvent s'arranger pour que cette résistance soit surmontée, puisqu'ils savent à quoi est due cette résistance. Donc voilà ce qu'ils ont fait, ils ont synthétisé le composé, puis ensuite ils doivent vérifier si leurs idées sont avérées. Donc ils ont résolu la structure et la molécule s'est liée exactement là où ils l'avaient prédit qu'elle le ferait. Et vous voyez que c'est très efficace pour lutter contre toutes ces souches résistantes aux antibiotiques courants. Formidable. Alors, il n'y a pas que des macrolides et du chloramphénicol, il y a aussi toute une série de catégories d'antibiotiques, les oxazolidinol, la sparsomycine, qui toutes se lient à peu près au même endroit. Donc, en combinaison ces catégories, on pourrait réaliser des types de molécules très différentes occupant plusieurs endroits, peut-être même deux endroits à la fois, ça dépend des réactions chimiques. Ribex a tiré beaucoup de séries de capitaux risques, beaucoup plus que nécessaire d'ordinaire, et ça n'est pas un secret parce que vous pouvez le trouver sur le web. Cette société a même essayé de lancer un OPA en printemps dernier. Et cette OPA a été retirée parce que le prix de l'action que l'on pouvait obtenir sur le marché était bien inférieur à ce que les investisseurs avaient mis dans la société au départ. À peu près à la même époque, une société dont l'avantage principal était de pouvoir dire à ses amis le type de parfum ou de cinéma que l'on aime, à quel endroit manger une bonne pizza, etc., valait des centaines de milliards peut-être de dollars. Évidemment, maintenant, elle n'en vaut que la moitié, mais ça ne fait rien. Tout ceci vous montre que
un support ou une société qui fait essentiellement de la publicité gagne beaucoup d'argent, alors qu'une autre entreprise qui essaye de fabriquer des médicaments ne vaut même pas ce que les investisseurs ont investi dedans. Ce qui montre qu'un des moyens de fabriquer des produits pharmaceutiques, ce moyen-là de fabriquer des produits pharmaceutiques ne marche pas vraiment. Il faut réfléchir à d'autres manières de fabriquer les produits pharmaceutiques. Parce que les entreprises pharmaceutiques n'aiment pas beaucoup le développement d'antibiotiques contre les infections. Bon nombre de sociétés pharmaceutiques se sont retirées de ce domaine-là, tout simplement parce que vous donnez les antibiotiques aux patients pendant une semaine et il est guéri. Et ça ne permet pas de gagner beaucoup d'argent. Ce que l'on veut, c'est un comprimé que le patient soit obligé de prendre pendant toute sa vie. Le patient idéal, c'est quelqu'un qui souffre d'hypertension, de cholestérol, et puis de plein d'autres choses encore. Peut-être de dépression, d'impuissance, etc., etc. Donc il faut qu'il continue à prendre des comprimés tout le reste de ses jours. Ça a coûté $1 milliard pour développer un nouveau médicament. Mais une chose, ça coûte $1 milliard. Mais je peux vous dire, en raison de Darwin, pourquoi, quelles que soient les choses que vous fabriquiez, il y aura toujours une forme de résistance qui apparaîtra. Par exemple, les antibiotiques dépendent de la bonne conjugaison et la précision de cette conjugaison entre la molécule et la poche où cet antibiotique se fixe. Si l'on peut détruire cette conjugaison, on détruit l'efficacité de l'antibiotique. Et on peut le faire de très nombreuses manières différentes. Par exemple, les cellules fabriquent des enzymes qui dégradent l'antibiotique. Donc, les parties de l'antibiotique sont plus petites et ne peuvent plus donc s'insérer aux bons endroits et donc l'antibiotique n'a pas d'effet. Ou bien on peut ajouter un petit groupe supplémentaire à l'antibiotique et dès lors l'antibiotique n'a plus la bonne forme et ne peut plus s'insérer dans la poche. D'autres cellules fabriquent des pompes qui extraient l'antibiotique de la cellule. Donc là encore l'antibiotique devient sans effet. Ce que je veux dire par là, c'est que quels que soient les efforts que l'on entreprend pour réaliser des médicaments, il y aura des formes de résistance. Donc cette résistance devrait être contrôlée de bien des manières différentes. Par exemple, en promouvant l'utilisation rationnelle des antibiotiques, en s'assurant qu'il y ait une bonne surveillance, c'est-à-dire que l'on surveille l'apparition et la lutte contre les épidémies, que l'on ait des bonnes mesures pour lutter contre les infections sur le plan sanitaire. Par exemple, en Angleterre, le nombre d'hôpitaux qui présentaient des cas de MRSA a diminué considérablement lorsque l'on a veillé à ce que toutes les personnes entrant dans l'hôpital se lavent les mains. Quel que soit le nombre de fois où ils entrent et où ils sortent de l'hôpital, chaque fois ils devaient se laver les mains et cela a réussi à diminuer de façon spectaculaire le nombre de décès de maladies nosocomiales. Bon, et enfin, voilà où l'on peut encore intervenir, c'est-à-dire par la recherche, lorsque l'on comprend mieux pourquoi les maladies apparaissent, c'est donc la pathogénèse microbienne, l'amélioration des diagnostics pour comprendre les maladies. On peut aussi produire de nouveaux vaccins. Là encore, c'est un domaine d'activité considérable. Et puis, la partie dont je vous ai parlé dans mon intervention, qui repose sur les structures moléculaires, c'est le développement de nouveaux médicaments et de nouvelles thérapies. Je voudrais conclure en mettant en exergue la complexité du ribosome. Et avant de vous montrer un petit film du fonctionnement du ribosome, je tiens à vous dire que nous travaillons encore à l'heure actuelle sur tous les détails et ça nous prendra des années encore avant de bien comprendre le ribosome. Et si on veut comprendre le ribosome de l'être humain, je peux vous dire que je ne le verrai pas de mon vivant. Mais avant que je vous raconte un petit peu le film, je voudrais vous dire encore ceci. Chaque molécule de chacune de vos cellules a été soit fabriquée par le ribosome, soit fabriquée par des enzymes qui eux-mêmes étaient fabriquées par du ribosome. Donc, il s'agit véritablement de molécules antiques fondamentales qui existent depuis bien avant que la vie n'ait pris la forme qu'elle a pris aujourd'hui. Alors, je vous montre maintenant ce petit film sur le ribosome et je conclurai là-dessus. Cette longue molécule, c'est le message génétique, l'ARN, qui contient le message génétique. Et ces petites unités, la petite sous-unité tout d'abord, doit savoir où commencer sur cette phrase. Elle le fait à l'aide de ces trois facteurs accessoires.
Et en bleu, vous avez le premier ARNT qui apporte le premier acide aminé. Ensuite, la grande sous-unité arrive et il n'y a plus que le message génétique et le premier ARN qui a le premier acide aminé. Et maintenant, le prochain ARNT arrive et celui-ci est apporté à nouveau par ce que l'on appelle une protéine d'assistance, un facteur d'assistance qui apporte le ribosome. Voilà où il y a correspondance, reconnaissance et si c'est le bon morceau, la liaison peut être réalisée entre le premier et le deuxième acide aminé. Ensuite, les deux ARNT doivent se déplacer et ça se passe en deux temps. Tout d'abord, la première sous-unité, ensuite, avec l'aide du facteur de protéine, l'autre se déplace également. Vous constatez que cela a déplacé en quelque sorte le message en lui-même, de sorte que le prochain groupe de 3 bases va être reconnu par le troisième ARNT qui apporte le troisième acide aminé. C'est ce que je vous ai montré sous forme de dessin plutôt. Mais voici ce qui doit se passer au fur et à mesure que le gène est en train d'être lu. Ça va encore beaucoup plus vite que ça, mais si je vous le montrais en vitesse réelle, vous ne verrez rien du tout. La chaîne de protéines ressort du tunnel en quelque sorte et se plie, se forme, prend la forme de la protéine qui est contenue dans la séquence de la protéine proprement dite. Et très souvent, les protéines se plient et prennent leur forme par elles-mêmes. Mais parfois, il leur faut des protéines pour les aider à prendre leur bonne forme. Et ensuite, on en arrive à la fin, où il y a un codon d'arrêt qui est reconnu. C'est un signal particulier qui est reconnu par un facteur qui clive, qui coupe la protéine. Et ensuite, d'autres facteurs arrivent et fractionnent ou font éclater le ribosome. Donc le processus peut recommencer depuis le début. Voilà en quelques grandes lignes ce qui se passe dans les bactéries. Chez les êtres humains, la manière dont le ribosome se réplique est beaucoup plus complexe. Il y a d'autres parties qui sont plus semblables à ce que je viens de vous montrer. Voilà, maintenant je vous remercie de votre attention et merci beaucoup encore. De nombreuses questions sont posées comme d'habitude et très bonnes. Combien de temps le ribosome prend-il pour fabriquer une protéine? Comment l'ARNT sait-il qu'il doit se rapprocher du ribosome? Et comment le premier ribosome est-il apparu? Les gens ont mesuré la cadence de fabrication des protéines et des bactéries, et cette cadence est de l'ordre de 20 acides aminés par seconde. Le ribosome ne fabrique qu'une erreur sur 1000. En d'autres termes, un acide aminé sur 1000 est une erreur. En d'autres termes, c'est un processus extrêmement précis et une machine extrêmement rapide. On peut calculer le temps que cela prendrait pour fabriquer une protéine. Ça dépend de la taille de la protéine, bien sûr, mais en moyenne, disons, si vous avez à peu près 200 acides aminés dans la protéine, ça prendrait une dizaine de secondes. Les ARNT ne savent pas quand pénétrer, ne savent pas quand ils vont rencontrer le bon codon. Le film, comme tous les films, c'est de la fiction. Il y a un petit peu de Hollywood là-dedans. La réalité, c'est que les ARNT entrent et sortent sans cesse du ribosome. Il y a un grand nombre d'ARNT différents et la plupart ne sont pas les bons pour ce groupe de 3 bases en question. Ce n'est que quand le bon ARNT pour le groupe de 3 bases en question arrive qu'il y a modification, ça provoque une modification dans le ribosome qui incite le facteur à libérer l'ARNT pour qu'il puisse entrer dans la poche, etc. et que l'acide aminé s'ajoute. Excusez-moi, quelle était la dernière partie de la question? Il y a combien de temps que le ribosome est apparu? Je n'ai pas de chiffre précis à vous donner, mais ça remonte sans doute à un univers où il n'y avait pas de protéines. Donc c'est plus ancien que les bactéries, les archéas et les autres organismes, le moment où ces organismes ont divergé. Donc c'est très très ancien. Autre question, pourriez-vous
intervenir sur le fait que les vaches reçoivent des antibiotiques. Qu'est-ce que cela a comme effet sur l'être humain? C'est une utilisation abusive, épouvantable des antibiotiques. Personnellement, je crois aussi que c'est inhumain d'ailleurs. L'idée de donner des antibiotiques aux vaches, aux cochons, etc., pour les faire grossir, c'est un exemple classique de l'agriculture sous son angle le plus commercial. C'est un moyen d'utiliser les antibiotiques sans discrimination et qui est susceptible de propager des résistances, des souches résistantes qui elles-mêmes transmettront l'information sur la manière d'être résistante à d'autres souches qui elles-mêmes pourront se répandre, notamment à l'être humain. Et donc, il y a toute une série de raisons pour lesquelles je pense que c'est une très, très mauvaise idée, une très mauvaise utilisation des antibiotiques. J'aimerais connaître votre avis sur les vaccins et les nouvelles thérapies médicamenteuses. Qu'est-ce qui vaut mieux? Si on peut obtenir des vaccins, évidemment, ce serait mieux. La prévention vaut toujours mieux que la guérison ou que la thérapie. Parfois, les maladies sont si épouvantables que même si on prend des antibiotiques, on risque d'en mourir. Donc la prévention et les vaccins sont donc toujours une meilleure solution. Il n'y a pas une compétition entre les deux. Il y a des fonctions très différentes assumées par les uns et par les autres. Le problème, c'est que pour des raisons que nous ne comprenons pas bien, beaucoup de bactéries ne se prêtent pas à la fabrication de vaccins. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de comprendre exactement les raisons pour lesquelles certaines bactéries se prêtent à la fabrication de vaccins alors que d'autres non. Je ne suis pas un immunologue, donc je ne peux pas vous donner de réponse sur le plan technique, mais je sais que c'est un énorme problème et qu'il y a beaucoup de chercheurs qui y travaillent. Deux questions interconnectées. Si les bactéries développent des résistances, est-ce qu'il est possible que les bactéries deviennent résistantes à tout? Et une autre personne pose une question sous une forme plus positive. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourrait réaliser un antibiotique auquel aucun microbe ne résisterait? Eh bien, je réponds à la deuxième question d'abord. Je pense que la sélection naturelle est tellement puissante. L'idée des mutations qui peuvent être sélectionnées sous pression, cette idée est tellement puissante, enfin elle est suffisamment puissante pour avoir créé des êtres humains à partir des toutes premières bactéries, donc c'est quand même pas mal. Ça vous montre la force de la sélection naturelle. Mais elle est tellement puissante qu'il y aura toujours apparition de résistance, il y aura toujours des manières par lesquelles les bactéries trouveront une résistance possible. Certains antibiotiques pourraient retarder cette résistance, on pourrait rendre la résistance plus difficile à acquérir en raison de parce qu'on s'attaquerait à certains centres particuliers, mais je suis d'avis que finalement il y aura toujours une forme ou une autre de résistance. De l'autre côté de la médaille, est-ce qu'il pourrait y avoir des bactéries qui résisteraient à tous les antibiotiques connus? Peut-être sommes-nous à la veille d'une telle époque aujourd'hui. Il y a certaines souches de staphylocoque doré qui résistent déjà à tout sauf à un antibiotique. Et il y a un autre type de bactérie qui est résistant à cet antibiotique-là. Donc si les deux venaient à se croiser, ce serait catastrophique. À l'époque où j'étais à Bombay, j'ai ouvert un jour le journal et j'ai appris qu'il y avait 7 cas de TDR-TB, c'est-à-dire la tuberculose résistante à toutes les maladies, à toutes les thérapies. 7 cas de tuberculose résistant à tous les antibiotiques connus à Bombay. C'est donc un véritable problème. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas utiliser les antibiotiques de façon indiscriminée.
il est très difficile de réaliser un nouveau antibiotique. Non seulement ça coûte $1 milliard, mais vous voyez, vous vous souvenez de la molécule que je vous ai montrée? Nous ne savons pas quels en seraient les effets secondaires, cette nouvelle molécule synthétisée. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle tuerait les bactéries résistantes. Mais on ne sait pas ce qui se passerait si l'être humain l'absorbait. Est-ce qu'il y aurait des effets toxiques? Est-ce que ce serait utilisé de façon vraiment efficace? On n'en sait rien. Et ce sont des grands problèmes. Il est donc très difficile de réaliser des nouveaux antibiotiques. C'est facile de détruire des antibiotiques utiles par une utilisation indiscriminée. Par ailleurs, lorsque la résistance apparaît, peut-être faudrait-il interdire l'antibiotique correspondant, c'est-à-dire faire en sorte que cet antibiotique ne soit plus utilisé. Et par sélection naturelle, là encore, parce que pour devenir résistante, la bactérie doit faire quelque chose de plus pour obtenir cette résistance. Ça lui coûte quelque chose. S'il n'y a plus d'antibiotiques, il n'y a plus de pression naturelle pour que la bactérie fasse ce qu'elle est à faire. Et donc, elle perdrait peu à peu cette résistance. Et quelques 10 années plus tard, on pourrait à nouveau réutiliser l'antibiotique. Donc, pour cela, il faut une coordination au plan social, une coordination entre les responsables de la santé publique des divers pays, etc. C'est donc plutôt un problème social qu'un problème scientifique. Une question de nature générale. Est-ce que ces mécanismes sont universels à toutes les formes de vie sur Terre? Est-ce que ces mécanismes sont universels pour toutes les formes de vie sur Terre? Oui. Comme je vous l'ai dit, les ribosomes, du fait qu'ils produisent des protéines, sont essentiels pour toutes les formes de vie. Comme je vous l'ai dit, toutes les molécules des cellules vivantes, y compris toutes les bactéries dans votre organisme, qui sont d'ailleurs bien plus nombreuses que le nombre de cellules humaines, toutes fabriquent des protéines. Et toutes ces protéines sont fabriquées par le ribosome. Même s'il y a des virus qui interviennent dans toutes les cellules, c'est le ribosome qui fabrique les protéines. Donc il ne peut pas y avoir de protéines sans ribosome. Les mécanismes sont extrêmement important. Cela dit, il y a des distinctions entre les organismes plus évolués qui sont légèrement différents, parce que sinon les antibiotiques nous tueraient également. Ces antibiotiques fonctionnent avec des formes de poches différentes. Il y a donc des différences entre les antibiotiques qui sont utiles et ceux qui ne sont pas très utiles, même si la poche est la même. Alors, les mécanismes sont grosso modo les mêmes, mais la manière dont les antibiotiques savent où commencer sur le message génétique est très différente dans les organismes évolués tels que l'être humain par rapport à la bactérie. Un petit peu dans le droit fil de la question précédente, est-ce que les antibiotiques entrent en interaction avec seulement un site? Est-ce que les antibiotiques peuvent interagir avec d'autres sites et comment les modifier? Eh bien, essentiellement, les antibiotiques se lient à un site qui est crucial pour le fonctionnement des ribosomes. Il y a destruction de certains aspects fondamentaux de cette machine, en quelque sorte. Si vous pensez au ribosome comme une machine avec toutes ces parties qui bougent, des choses qui doivent arriver au bon moment, au bon endroit, etc. Si on détruit le mouvement, la fonction correspondante est détruite aussi. Donc, il y a liaison sur un site particulier. Il y a des antibiotiques qui peuvent établir cette liaison à plusieurs sites différents. Nous l'avons découvert dans notre laboratoire, mais nous ne savons pas si ces autres sites veulent dire grand-chose ou sont réellement utiles. Parce que s'il y a des antibiotiques à des concentrations très élevées liées à un cristal, parfois la liaison se fait de façon que nous appelons, nous autres scientifiques, non spécifique. C'est-à-dire que ça se trouve que la liaison se fait ailleurs, mais l'endroit où la liaison doit se faire de façon spécifique, généralement, ça n'est qu'un seul site. Une question maintenant pour Dave Lee, pour que vous vous reposiez quelques instants. Nous avons vu vos molécules se déplacer. La question, est-ce que les objets dans le macro-monde sont statiques? Les objets dans le monde nano sont constamment en train de bouger en raison du mouvement brownien. Comment faire pour que les objets ne soient pas influencés par le mouvement brownien? Excellente question. C'est en fait un continuum. Comme vous pouvez le penser, les objets dans le monde macroscopique, même s'ils ne semblent pas bouger, les atomes qui les composent, eux, bougent en réalité. Mais le mouvement se fait à l'échelle atomique, donc il n'y a pas de répercussion visible, pas d'effet visible lorsqu'on regarde l'objet.
Si vous entrez dans le monde nano, 1 millionième de millimètre, tout est en mouvement. Alors que si vous passez à peu près 1 micron, au niveau du micron, les fluctuations dominent encore. Et elles ont une incidence sur tous les aspects du mouvement. Mais si vous passez à l'échelle du millimètre, alors ça s'arrête. Donc, c'est probablement, la ligne de démarcation est probablement entre 1 micron et un peu moins. C'est là que le mouvement brownien commence à être observé. En fait, il a été observé pour la première fois, comme le nom l'indique, par un savant écossais Brown qui a regardé à travers son microscope et qui a vu qu'il y avait en réalité des mouvements constants. Et c'est la première fois que ce phénomène avait été découvert. Quelqu'un dit ceci. Un grand nombre de groupes de recherche s'intéressent à combiner des molécules pour fabriquer de l'ADN. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Les gens aimeraient lier des molécules pour fabriquer de l'ADN. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on essaye d'obtenir des liaisons de molécules qui aboutissent à l'ADN? Non, les groupes de recherche souhaitent assurer la liaison des molécules avec l'ADN. Ah, eh bien, la raison, c'est que les gènes sont présents sur l'ADN et contiennent des informations visant à la production de protéines. Mais ils contiennent bien plus que l'information sur la fabrication des protéines. Ils contiennent aussi des informations sur l'endroit où fabriquer ces protéines, le moment où les fabriquer et parfois la quantité à fabriquer. C'est ce qu'on appelle le contrôle de l'expression des gènes, c'est-à-dire le contrôle de la quantité de gènes qui est finalement exprimée et transformée en protéines. Cela en soi, ce contrôle est effectué par des protéines qui se relient à des signaux au début du gène. Si vous voulez contrôler, selon que la cellule se divise trop vite ou trop lentement, que vous voulez produire plus de ceci ou moins de cela, il faut trouver des protéines qui assurent la liaison ou qui se lient à la partie de l'ADN qui contrôle ce qui vous intéresse. Des maladies telles que le cancer, par exemple, sont des maladies où le contrôle de la régulation des gènes a été perdu. Et peut-être voudrez-vous, pour essayer de les soigner, récupérer ce contrôle. Dans d'autres cas, il y a des maladies où le problème tient à ce que quelque chose qui est censé être produit ne l'est pas en réalité. Donc, il faut enclencher un mécanisme de production. Une autre question. Quel est votre avis des organismes génétiquement modifiés? Est-ce qu'il est risqué de manger, de consommer des animaux qui contiennent des OGM? Je pense que toutes les technologies nouvelles présentent des dangers que l'on peut, le cas échéant, exagérer. Mon sentiment, c'est qu'une personne qui fait du vélo sur une rue, dans une rue, etc., ne devrait pas s'inquiéter des OGM parce qu'il y a des dangers beaucoup plus graves qui le menacent. Le problème, c'est que lorsqu'une technologie est nouvelle, elle se prête souvent à épouvanter le public avec des images du style Frankenstein. Mais en réalité, nous faisons de la sélection génétique des plantes et des animaux depuis des siècles. Toutes les espèces de vaches qui paissent dans les alpages suisses sont le fruit de sélection pendant des siècles pour obtenir une production de lait améliorée, etc. Ou toutes les variétés de blé sont le fruit de sélection. Nous ne mangeons plus l'épeautre qui était consommée au Moyen Âge.
toutes les récoltes ont été soigneusement sélectionnées sur le plan génétique en raison de leur résistance à ceci ou à cela. Et puis, on compare toujours certains dangers théoriques avec la réalité, sans tenir compte des avantages pratiques. Je vais vous donner un exemple. On peut utiliser les récoltes modifiées génétiquement en faisant en sorte que la plante produise un pesticide afin que la plante soit elle-même résistante aux pesticides. Certaines personnes disent c'est épouvantable, c'est affreux, ça peut s'échapper, etc. Eh bien, peut-être dans un univers artificiel, un univers parallèle qui n'existe pas, mais dans l'univers réel, on pourrait utiliser cela, ou bien des pesticides chimiques qui eux-mêmes se retrouveraient dans la nappe phréatique, pollueraient les lacs et les cours d'eau, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous préférez? Avoir une plante qui contient le pesticide à l'intérieur d'elle-même et qui peut résister aux insectes? D'ailleurs, ces OGM qui produisent la résistance aux pesticides sont extrêmement spécifiques et produisent la résistance pour certains insectes et pas d'autres. D'autre part, rien ne se passe dans un vide. Toutes les technologies s'appuient sur les précédentes. Toutes les expériences, tous ceux qui font des expériences en laboratoire sont soumis à des règles extrêmement rigoureuses. Un pays tel que la Suisse a des règles extrêmement rigoureuses. Donc toutes ces récoltes, toutes ces plantes doivent être testées à l'intérieur de laboratoires, tout d'abord dans un environnement fermé, ensuite dans un champ ou avec des limitations extrêmement rigoureuses et des méthodes très sévères, où la plante a peut-être besoin de certains nutriments et pas d'autres, où elle ne peut par exemple survivre qu'au bout d'une génération. Il y a toute une série de garde-fous que l'on peut intégrer. Moi, je crois que l'on devrait tirer parti de la modification génétique, tout en étant prudent, bien entendu. L'être humain peut en tirer beaucoup d'avantages. Un exemple classique, c'est la cécité nocturne. Il y a plein de gens en Asie, dans les pays en développement, qui vont subir la cécité nocturne parce qu'il leur manque certains acides aminés. Eh bien, il y a un riz particulier d'une couleur légèrement dorée qui contient ou produit la bêta-carotène qui est présente dans les carottes. Si la population concernée mange ce riz doré, elle obtient suffisamment de bêta-carotène pour éviter de développer cette cécité nocturne. Alors, nous autres pays riches, pourquoi dirions-nous aux pays en développement qu'ils n'ont pas le droit d'avoir cette bêta-carotène? Vous souhaitiez intervenir. Je crois que 75% de canola est fabriqué à partir d'OGM, mais je vous demanderai la chose suivante. En rebondissant sur votre argumentaire que la nature sait développer des résistances, et avec le meilleur herbicide que nous ayons connu, le glyphosate, le Roundup, et puis ensuite on crée des plantes qui sont en train de réagir, de résister à ce pesticide, on est en train d'accélérer ce phénomène de développement de résistance. Oui, mais vous savez, ces insecticides biologiques, ce sont des choses que les plantes ont produites dans la nature. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'homme. Ils ont pris une plante qui normalement résiste à un insecte, compris ce qu'il y avait dans cette plante qui résiste à cet insecte et l'ont transféré à un produit autre. Donc les herbicides qui nous sont utilisés sont pas très spécifiques. Ils ne vont pas simplement tuer un insecte, mais toute une série d'insectes. Et donc, il y a encore davantage de problèmes suscités par l'utilisation de ce produit. Alors, une question d'ordre général. Vous avez parlé du problème de Facebook, j'imagine. Enfin, c'est à Facebook que vous faisiez allusion et les sociétés pharmaceutiques qui ne sont pas autant cotées dans notre civilisation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour encourager la recherche dans les sociétés pharmaceutiques pour lutter contre des maladies
qui reste létal pour des millions de personnes et qui pourrait redevenir létal pour des millions de personnes. Oui, c'est un grand problème parce que les sociétés pharmaceutiques, ce ne sont pas des sociétés qui fabriquent des médicaments. Ce sont des sociétés qui font de l'argent. Très bien, il n'y a pas de problème. Finalement, c'est cela le commerce et c'est à quoi cela sert le commerce. Donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une société pharmaceutique dépende des millions de dollars s'il n'y aura pas de rendement, de retour sur investissement. Alors, il faudra envisager un autre modèle d'entreprise. Par exemple, il y a un programme de médicaments pour les maladies orphelines et ce n'est pas très rentable pour les sociétés d'investir dans ce genre de développement, sauf si on leur garantit un retour sur investissement. Dans certains pays, aux États-Unis d'Amérique, il y a des programmes de médicaments pour lutter contre les maladies orphelines. Simplement, il y aura une garantie par le gouvernement pour s'assurer que les sociétés pharmaceutiques investissent pour essayer de trouver un médicament pour lutter contre ces maladies orphelines. Et on pourrait faire aussi cela pour les maladies qui frappent plus particulièrement les pays pauvres, où des millions sont affectés. La même chose pour les fondations. Il y a des fondations comme la fondation Gates qui dépensent beaucoup d'argent justement pour lutter contre les maladies qui frappent particulièrement le tiers-monde. Donc ce genre de mécanisme, on pourrait y recourir pour encourager la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique pour que l'on puisse découvrir des médicaments qui ne vous donnent pas tout de suite un rendement sur investissement. Je vous raconte l'histoire de la pénicilline. La pénicilline, c'est un projet qui a été financé par le gouvernement à 100%. Il n'y a pas une seule société pharmaceutique qui aurait touché à la pénicilline en raison des coûts. Mais quand les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient fabriquer de la pénicilline rapidement et en grande quantité commerciale, il y a beaucoup de sociétés qui ont réalisé des millions de dollars de bénéfices en vendant de la pénicilline. Donc, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. On peut envisager des solutions où toutes les parties seraient gagnantes. Une question que j'avais posée à Rod McKinnon au début de la semaine. Des généticiens parlent de l'ADN pourri. Il ne semblerait pas qu'on puisse envisager de parler de l'ADN comme cela. La nature ne fait jamais des choses sans qu'il y ait une raison. Alors, vous savez, ça va dans un sens et ça repart dans l'autre sens. Quand on a compris que l'ADN que l'ADN existait, on s'est rendu compte que la partie qui est encodée pour la partie protéique, c'était une toute petite partie de l'ADN. On s'est demandé, mais alors à quoi sert toute cette ADN? Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé d'ADN pourri. Alors c'est très difficile de se débarrasser de l'ADN qui est rentré dans le génome tant qu'elle n'est pas toxique, tant qu'elle n'est pas néfaste. Vous avez tous des ordinateurs, j'imagine. Bon, si vous regardez votre disque dur, vous allez trouver des centaines, des milliers de fichiers, peut-être la moitié de votre disque dur est rempli de fichiers que vous n'utilisez tout simplement pas, des pourriels, un fichier erroné, et ça s'accumule sur votre disque dur. Pourquoi ? Parce que ça vous prendrait du temps, de l'énergie pour nettoyer votre disque dur. Vous le laissez faire, vous le laissez vivre tel quel. Et puis ensuite, le disque dur, les tailles ne cessent d'augmenter. La même chose s'applique au génome. Il y a des organismes où le génome ne peut pas se développer au-delà d'une certaine limite. Ce sont les virus qui doivent être empaquetés dans une espèce de coque, dans une espèce d'enveloppe. Donc, ils n'ont pas assez de place pour se développer. Ce n'est pas étonnant que les génomes viraux sont extrêmement serrés, extrêmement compacts. Et des virus bactériens utilisent le même brin d'ADN pour encoder pour plusieurs gènes, pour vous dire à quel point ils sont efficaces. Donc ça, c'est une façon de voir les ADN poubelles. Bon, la partie poubelle contient également des signaux. On s'est rendu compte que
beaucoup de cet ADN qu'on pensait être l'ADN poubelle contenait en fait des signaux pour créer des petites molécules ARN qui peuvent contrôler des gènes qui contiennent d'autres sortes d'informations. Donc maintenant, on est parti dans l'autre sens en se disant, mais ça n'existe pas, l'ADN poubelle. Et moi, je ne pense que aucune des affirmations extrêmes soit exacte, ni les unes ni les autres. Sidney Brenner, un jour, a dit qu'une espèce de poisson, un poisson qui est très prisé au Japon, qui s'appelle le fugu, c'est un poisson extrêmement toxique. Il faut que ce soit un cuisinier extrêmement expérimenté qui vous enlève la partie toxique, parce que sinon, si vous l'ingérez, vous allez mourir. Ce poisson-là, un tout petit génome, beaucoup plus petit que celui des autres poissons. Donc ce poison se promène et il peut manger d'autres poissons. Il est tout aussi complexe que n'importe quel autre poisson et pourtant son génome est nettement plus petit que celui des autres poissons. Donc certainement la réponse se trouve entre les deux extrêmes. Alors je reviens sur la réponse de Rod Kinnan. Il a dit mais la poubelle c'est l'avenir. Parlant de l'avenir, je crois que dans la salle, nous avons l'organisateur peut-être du 30e colloque RIDE qui aura lieu en l'an 2042. Est-ce que vous savez quel serait le thème en 2042? Quelles seraient les molécules? Simplement parce que l'étudiant d'aujourd'hui commence à se préparer pour le colloque 2042. Il ne faut jamais se lancer des prévisions, surtout pour l'avenir. Est-ce que quelqu'un veut mettre bien la vie sur d'autres planètes, autres que la planète Terre? Oui, bien sûr, oui. La vie sur une autre planète, oui, pourquoi pas. Et vous? Je souhaiterais que le colloque réponde à cette question extrêmement simple. Comment est-ce qu'on se souvient du numéro de téléphone de quelqu'un? Ça se passe comment? Parce que pour se souvenir du numéro de téléphone de quelqu'un d'autre, il vous faut une représentation mentale d'une entité mathématique et le chiffre. Il faut savoir que c'est un numéro de téléphone, que c'est relié à une personne. Il vous faut mettre en mémoire le nom de la personne, mais cette personne n'est pas dépendante du nom. Vous pouvez vous rappeler le visage de la personne et vous n'avez pas besoin de vous souvenir de son nom pour vous souvenir du numéro de téléphone. Tout ça, ça passe par des molécules, des circuits, etc. Donc il y a beaucoup de domaines. Également, le domaine dont nous avons parlé cette année, les architectures moléculaires doivent interagir avec beaucoup d'autres disciplines. Et vous pensez qu'on utilisera l'énergie solaire à ce moment-là? Mais oui, ça se fait déjà aujourd'hui. Encore davantage? Ben, évidemment, c'est obligé. C'est obligatoire. On doit utiliser la source d'énergie la plus importante qui existe, à savoir l'énergie solaire. Les matériaux. J'attends le premier ribosome artificiel de David. Bon, je crois que on pourrait en parler encore très longtemps, mais nous sommes tous un petit peu fatigués, donc je me joins à Maître Patry pour dire que ça a été une très belle semaine. Quand j'ai organisé cette semaine, je me suis dit, suite à l'évocation de tous ces noms, que ce serait une semaine qui serait très agréable. Mais ça a été mieux que ça a été vraiment fantastique. Merci à vous tous, merci infiniment.